Le dossier 113 de Émile Gaboriau, partie 3 du livre audio, chapitre 6. L'hôtel du Grand Archange, asile de Madame Gypsy, est le plus magnifique du quai Saint-Michel. Quand on paye d'avance, et recta sa quinzaine, on y est considéré. Cette Madame Alexandre, qui a été une belle femme, est maintenant une femme puissante, terriblement sanglée dans ses corsets, toujours trop bien mise, aimant les chaînes d'or roulant en cascade sur les pentes de sa robuste poitrine. Elle a l'œil vif encore et la dent blanche, mais, hélas, le nez rouge. C'est que de tous ses goûts, et Dieu sait si elle en a eu en sa vie et de toutes sortes, un seul a survécu. Elle aime la bonne chair, largement arrosée. Pardon, elle adore aussi son mari, et à l'heure où M. Patrigent revenait de la maison de santé, elle s'impatientait fort de ne pas voir son petit homme rentrer pour dîner. Elle allait même se mettre à table quand le garçon de l'hôtel cria « Voilà monsieur !» et Fanferlot en personne parut sur le seuil. 3 ans auparavant, Fanferlot tenait un petit bureau de renseignement clandestin. Madame Alexandre, marchande à la toilette sans patente, eut besoin de faire surveiller quelques créances suspectes. De là, leur première relation. S'ils s'épousèrent pour de bon à la mairie et à l'église, c'est qu'il leur sembla qu'un sacrement serait comme un baptême qui laverait leur passé. De ce jour, Fanferlot céda son cabinet de recherche pour entrer à la préfecture, où il avait déjà été employé, et Madame Alexandre renonça au commerce. Faisant une seule masse de leurs économies, ils louèrent et meublèrent l'hôtel du Grand Archange, et ils prospérèrent, estimés, ou à peu près, du voisinage, lequel ignorait les relations de Fanferlot et de la préfecture de police. « Comme tu rentres tard, mon petit homme !» s'écria-t-elle, lâchant la cuillère à potage pour courir l'embrasser. Mais c'est d'un air distrait qu'il reçut ses caresses. « Je suis éreinté, dit-il. J'ai joué toute la journée au billard avec Évariste, le valet de chambre de M. Fauvel. Je l'ai laissé me gagner tant qu'il a voulu. Un garçon qui ne sait pas seulement ce que c'est qu'un massé. Enfin, j'ai fait sa connaissance avant-hier, et je suis maintenant son meilleur ami. Si je veux entrer chez le banquier comme garçon de bureau à la place d'Antonin, je suis sûr de la protection de M. Évariste. »« Quoi ? Tu serais garçon de bureau, toi ? » ?»« Dame, s'il le faut absolument, pour y voir tout à fait clair dans la maison Fauvel et étudier mes personnages de plus près. »« Le valet de chambre ne t'a donc rien dit ? » ?»« Rien du moins qui puisse me servir. Et cependant, je l'ai retourné comme un gant. C'est un homme comme on n'en voit pas, ce banquier. Il n'a pas un vice, me disait Évariste. Pas seulement un pauvre petit défaut sur lequel son valet de chambre puisse gagner 10 sous. Il ne fume pas, il ne boit pas, il ne joue jamais. Il n'a pas de maîtresse. Un saint, quoi. Il est riche à millions et il vit petitement, chichement, comme un épicier. Il est fou de sa femme, il adore ses enfants, il reçoit souvent, mais sort très rarement. Sa femme est donc jeune ? Elle doit avoir dans les 50 ans. Madame Alexandre réfléchit un instant. « T'es-tu informée, demanda-t-elle, des autres personnes de la famille ? » ?»« Certainement. Un des fils est officier, je ne sais où. N'en parlons pas. C'est le plus jeune. L'aîné, Lucien, qui vit avec ses parents, est, à ce qu'il paraît, une vraie demoiselle pour la sagesse. »« Et la femme ? Et cette nièce dont tu m'as parlé ? » Évariste n'a rien pu me dire sur leur compte. Madame Alexandre haussa les épaules. « Si tu n'as rien trouvé, fit-elle, c'est qu'il n'y a rien. Et tiens, à ta place, sais-tu ce que je ferais ? Parle. J'irai consulter monsieur Lecoq. » Fanferlot, à ce nom, bondit, comme si on lui eût tiré un coup de pistolet aux oreilles. « Joli conseil, fit-il. Tu veux donc que je perde ma place ? Si monsieur Lecoq se doutait seulement de ce que j'ai voulu faire. » « Qui te parle de lui dire ton secret ? On lui demande son avis d'un air indifférent. On retient ce qu'il peut avoir imaginé de bien et ensuite on agit à sa guise. » L'agent de la sûreté parut peser les raisons de son épouse. « Tu as peut-être raison, dit-il. Et cependant, il est diablement malin.
Monsieur Lecoq, est fort capable de me deviner. » « Malin, » riposta madame Alexandre, piquée. « Malin. C'est vous tous à la préfecture qui, à force de répéter ça, avez fait sa réputation. » « Enfin, » conclut Fanferlot, « je verrai, je réfléchirai. Mais en attendant, que dit la petite ?» La petite, c'était madame Nina Gypsy. En venant s'installer au Grand Archange, la pauvre fille avait cru suivre un bon conseil. Et encore maintenant, Fanferlot ne s'étant pas montré, elle restait convaincue qu'elle avait obéi à un ami de Prosper. Lorsqu'elle avait reçu la citation de M. Patrigent, elle avait admiré l'habileté de la police qui avait su en si peu de temps découvrir sa cachette, car elle s'était établie à l'hôtel sous un faux nom, c'est-à-dire sous son vrai nom de Palmyre Chocareille. Habilement questionnée par l'ancienne marchande à la toilette, elle s'était livrée sans défiance et avait raconté toute son histoire. Et c'est ainsi, à peu de frais, que Fanferlot avait pu se poser près du juge en agent d'une habileté supérieure. « La petite, » répondit madame Alexandre, « est toujours là-haut. Toujours, et elle ne se doute de rien. Mais la retenir devient de plus en plus difficile. Je ne sais ce que lui a dit le juge. Elle m'est revenue hors d'elle-même. Elle voulait aller faire du tapage chez monsieur Fauvel. Ce tantôt, après un accès de colère, elle a écrit une lettre et l'a donnée à Jean pour la mettre à la poste. Mais je m'en suis emparée pour te la montrer. »« Quoi ?» interrompit Fanferlot. « Tu as une lettre et tu ne me le dis pas ? Et elle renferme peut-être le mot de l'énigme. Vite, donne-la-moi. » Sur l'ordre de son mari, l'ancienne marchande à la toilette ouvrit une petite chiffonnière et en tira la lettre de madame Gypsy, qu'elle lui présenta. « Tiens, lui dit-elle, sois satisfait. » En vérité, pour une ancienne femme de chambre, Palmyre Chocareille, devenue Gypsy, n'avait pas une vilaine écriture. L'adresse de sa lettre, tracée en belle anglaise, était ainsi conçue. Monsieur L. de Clameran, maître de forge, à l'hôtel du Louvre, pour remettre à monsieur Raoul de Lagorre. Très pressé. « Oh oh !» fit Fanferlot, accompagnant son exclamation d'un petit sifflement qui lui est habituel quand il croit avoir fait quelque trouvaille. « Oh oh !»« Est-ce que tu vas l'ouvrir ?» interrogea madame Alexandre. « Un peu » répondit Fanferlot, en faisant sauter le cachet avec une merveilleuse dextérité. Il lut, et madame Alexandre, penchée sur l'épaule de son petit homme, lut aussi. « Monsieur Raoul, Prosper est en prison, accusé d'un vol qu'il n'a pas commis, j'en suis sûre. Déjà, il y a 3 jours, je vous ai écrit à ce sujet. »« Hein ? Comment ?» s'interrompit Fanferlot. « Cette Péronnelle a écrit et je n'ai pas vu sa lettre ?»« Mais, mon bon petit homme, cette malheureuse peut avoir jeté sa lettre à la poste elle-même lorsqu'elle est sortie pour aller au palais de justice. »« C'est possible, en effet, » dit Fanferlot un peu calmé. Il reprit sa lecture. « Je vous ai déjà écrit à ce sujet et je n'ai pas de nouvelles. Qui donc viendra au secours de Prosper si ses meilleurs amis l'abandonnent ? Si vous laissiez cette lettre-ci sans réponse, je me croirais dégagé de certaines promesses que vous savez et, sans scrupule, je raconterais à Prosper la conversation surprise par moi entre vous et monsieur de Clameran. Mais je puis compter sur vous, n'est-ce pas ? Je vous attendrai à l'hôtel du Grand Archange, après-demain, de midi à 4 heures. Nina Gypsy. » Cette lettre lue, Fanferlot, sans mot dire, se mit à la recopier. « Eh bien, demanda madame Alexandre, qu'en dis-tu » Fanferlot réintégrait délicatement la lettre recopiée dans son enveloppe lorsque la porte du bureau de l'hôtel s'ouvrit brusquement et le garçon par 2 fois siffla « Psst, psst !» Fanferlot, avec une rapidité merveilleuse, disparut dans un cabinet noir qui ouvrait sur la salle à manger. Il n'eut pas le temps de refermer la porte. Madame Gypsy entrait. Hélas, elle était cruellement changée, la pauvre fille. Elle avait pâli, ses joues s'étaient creusées, ses lèvres avaient perdu leur provocant éclat, et ses yeux, brillants du feu de la fièvre, rougis par les larmes, étaient entourés d'un large cercle brun. En la voyant, madame Alexandre ne put retenir un cri de surprise.
Comment, cher enfant, vous sortez ? Il le faut, madame, et je viens vous prier, si quelqu'un me demandait en mon absence, de bien vouloir faire attendre. Mais où voulez-vous aller ? Bon Dieu, à cette heure, malade comme vous l'êtes. Madame Gipsy hésita un moment. Oh, tenez, dit-elle enfin, je puis vous le confier à vous. Si bonne pour moi. Lisez ce billet qu'un commissionnaire vient de me monter à l'instant. Comment ? Fit madame Alexandre abasourdie. Un commissionnaire ? Chez moi qui est monté chez vous ? Qu'y a-t-il de si surprenant ? Oh, rien, rien, répondit l'ex-revendeuse. Et très haut, pour bien être entendue du cabinet, elle lut. Un ami de Prosper qui ne peut ni vous recevoir, ni se présenter chez vous, a absolument besoin de vous parler. Ce soir, lundi, trouvez-vous 9 heures précises dans le bureau des omnibus qui est en face de la tour Saint-Jacques, et celui qui vous écrit s'approchera de vous et vous dira ce qu'il a à vous dire. Je vous indique ce lieu de rendez-vous pour bien éloigner de vous toute crainte. « Et vous allez à ce rendez-vous » s'écria madame Alexandre. « Certainement. Mais c'est une imprudence horrible, une folie, c'est un piège qu'on vous tend. »« Eh, qu'importe, madame, » interrompit Gipsy. « Je suis assez malheureuse, désormais, pour n'avoir plus rien à redouter. » Et sans vouloir entendre un mot de plus, elle sortit. Madame Gipsy n'était pas dans la rue que déjà Fanferlot avait bondi hors de sa cachette. Le doux agent était blême de fureur et jurait comme un possédé. « 1000 millions de tonnerres !» criait-il. « Qu'est-ce donc que cette maison du Grand Archange où on se promène aussi librement que sur une place publique ?» L'ancienne marchande à la toilette, décontenancée, tremblante, ne savait où se mettre. « A-t-on jamais vu chose pareille ?» poursuivait l'agent. « Un commissionnaire est venu et personne ne l'a vu. Comment s'y est-il pris pour s'introduire ainsi furtivement ? Ah, je flaire là quelque gredinerie. Et vous, madame Alexandre, vous, une femme intelligente, vous êtes assez simple pour détourner cette petite vipère de ce rendez-vous. Mais mon ami, quoi ? Vous n'avez donc pas compris que je vais la suivre et savoir ainsi ce qu'on nous cache ? Allons, vite, aidez-moi, il faut qu'elle ne puisse pas me reconnaître. » En un tour de main, Fanferlot, affublé d'une perruque et d'une barbe épaisse, ne se ressemblait plus. Il avait endossé une blouse et avait toutes les apparences d'un de ces ouvriers peu honnêtes qui cherchent de l'ouvrage en priant Dieu de n'en pas trouver. Quand il fut prêt, « As-tu ta carte et ton coup de poing ?» demanda madame Alexandre, toujours pleine de sollicitude. « Oui, oui, fais jeter à la poste la lettre de cette malheureuse à monsieur de Clamerans et... bonne garde !» Et, sans écouter son épouse, qui lui criait « bonne chance », Fanferlot s'élança dehors. Madame Gipsy avait bien 8 ou 10 minutes d'avance, mais il rattrapa lestement sa distance. Il avait pris, au pas de course, la route que la jeune femme devait avoir suivie, et il la rejoignit vers le milieu du pont au change. Elle allait d'une allure indécise, tantôt très vite, tantôt à petits pas, en personne qui, impatiente de se rendre à un rendez-vous, est partie trop tôt et cherche à user le temps. Sur la place du Châtelet, elle fit 2 ou 3 tours, s'approcha des affiches du théâtre, s'assit un moment sur un banc, et enfin, à 9h moins un quart, à peu près, elle alla s'installer sur une des banquettes du bureau des omnibus. 1 minute après elle, Fanferlot entra. Mais, comme en dépit de sa barbe épaisse, il redoutait l'œil de madame Gipsy, il alla se placer de l'autre côté du bureau, dans l'ombre. Singulier lieu de rencontre, pensait-il, tout en étudiant la jeune femme. Mais qui peut lui avoir donné ce rendez-vous ? À la curiosité que je lis dans ses yeux, à son inquiétude évidente, je jugerais qu'elle ignore qui elle attend. Le bureau, cependant, était plein de monde. À toute minute, des employés criaient la destination d'un omnibus qui arrivait. Quantité de gens entraient et sortaient qui réclamaient des numéros ou changeaient leur correspondance. À chaque nouvel arrivant, Gipsy tressaillait et Fanferlot se disait « Est-ce celui-là ?» Enfin, au moment où 9 heures sonnaient à l'hôtel de ville,
un personnage entra, qui, sans demander de numéro au bureau, marcha droit à Madame Gipsy, la salua et s'assit près d'elle. C'était un homme de taille moyenne, assez gros, portant d'épais favoris, d'un blond ardent sur une figure enluminée. Sa mise, qui était celle de tous les négociants aisés, n'offrait rien de remarquable, pas plus d'ailleurs que sa personne. Fanferlot le regardait de tous ses yeux. « Toi, mon bonhomme, pensait-il, quelque part que je te rencontre maintenant, je te reconnaîtrai, et ce soir même, en te suivant, je saurai qui tu es. » Par malheur, il avait beau prêter l'oreille, il n'entendait rien absolument de ce que se disaient le nouveau venu et Madame Gipsy. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de tâcher de deviner à leur pantomime et au jeu de leur physionomie le sujet de leur conversation. Tout d'abord, quand le gros homme l'avait salué, la jeune femme avait eu l'air si surpris qu'il était clair qu'elle le voyait pour la première fois. Lorsque, s'étant assis, il lui eut dit quelques mots, elle se leva à demi avec un geste d'effroi, comme si elle eût voulu s'enfuir. Un regard seul suffit pour la faire se rasseoir. Puis, à mesure que parlait le gros monsieur, l'attitude de Gipsy trahissait une certaine appréhension. Elle fit un geste négatif, mais elle sembla se rendre à une très bonne raison qui lui fut donnée. À un moment, elle parut près de pleurer, et presque aussitôt, un sourire éclaira son joli visage. Enfin, elle étendit la main, comme si elle eût prêté un serment. Mais qu'est-ce que cela signifiait ? Fanferlot, sur sa banquette, se rongeait les poings. « Idiot que je suis, se disait-il, de m'être placé si loin. » Il songeait à exécuter quelque manœuvre habile pour se rapprocher sans éveiller les soupçons lorsque le gros monsieur se leva, offrit son bras à Madame Gipsy, qui l'accepta sans façon, et ensemble ils se dirigèrent vers la porte. Ils avaient l'air si préoccupés l'un et l'autre que Fanferlot ne vit nul inconvénient à les suivre d'assez près. Sage précaution, car il y avait foule sur le boulevard. Arrivé sur la porte, il vit le gros homme et Gipsy traverser le trottoir, s'approcher d'un fiacre, non loin du bureau des omnibus, et monter dans ce fiacre. « Parfait, grommela Fanferlot, je les tiens, maintenant, inutile de se presser. » Pendant que le cocher rassemblait ses guides, l'agent de la sûreté préparait ses jambes, et lorsque la voiture s'ébranla, en 3 sauts, il fut derrière, décidé à la suivre jusqu'au bout du monde. Le fiacre remontait le boulevard de Sébastopol. Il allait bon train, mais ce n'est pas pour rien que Fanferlot a été surnommé l'écureuil. Les coudes collés au corps, ménageant bien sa respiration, il se maintenait. Pourtant, en arrivant au boulevard Saint-Denis, il commençait à s'essouffler, et il ressentait une légère douleur au côté, lorsque le fiacre, après avoir traversé la chaussée, s'engagea dans la rue du Faubourg Saint-Martin. Mais Fanferlot, qui, à 8 ans, polissonnait librement sur le pavé de Paris, est un homme de ressources. Il s'accrocha au ressort de la voiture, se souleva à la force des poignets et se maintint suspendu, les jambes appuyées sur l'essieu des roues de derrière. Il n'était certes pas à son aise, mais il ne courait plus le risque d'être distancé. « Maintenant, disait-il en riant dans sa fausse barbe, fouette, cocher !» Le cocher fouettait, en effet, et c'est au grand trot qu'il monta la rampe assez rude de la rue du Faubourg Saint-Martin. Enfin, sur la place de l'ancienne barrière, le fiacre s'arrêta devant un marchand de vin, le cocher descendit de son siège et alla se faire servir un canon. L'agent de la sûreté, lui, avait quitté son poste incommode, et, blotti dans l'encoignure d'une porte, il attendait à descendre le gros monsieur et Gipsy, prêt à s'élancer sur leurs traces. Mais, au bout de 5 minutes, ils n'étaient pas encore descendus. « Que font-ils donc ?» pensa l'agent. Il s'approcha, non sans précaution. Oh, déception! La voiture était vide. Ce fut comme un seau d'eau glacée tombant sur la tête de Fanferlot. Il restait là, planté sur ses 2 pieds, plus cristallisé que la femme de l'hôte. Quand il se remit un peu, au bout de quelques secondes, ce fut pour lâcher une 12aine de jurons à faire trembler les vitres du quartier. « Volé !» disait-il.
Jouer, flouer, coller, rouler. Ah, ils me le payeront. En un moment, son esprit agile parcourut la gamme des éventualités probables et improbables. Évidemment, murmurait-il, cet individu et Gypsy sont entrés par une portière et sortis par l'autre. La manœuvre est élémentaire. Mais s'ils l'ont employée, c'est qu'ils craignaient d'être suivis. S'ils craignaient d'être suivis, c'est qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Donc, il interrompit son monologue, parce que l'idée lui vint d'interroger le cocher, qui pouvait fort bien savoir quelque chose. Malheureusement, ce cocher, qui était de fort mauvaise humeur, refusa de rien dire, et même agita son fouet d'une façon si peu rassurante que Fanferlot jugea prudent de battre en retraite. « Ah ça, se disait-il, est-ce que le cocher en serait, lui aussi ?» Que faire, cependant, à cette heure? Il n'avait pas une idée. Tristement, il reprit le chemin du quai Saint-Michel, et il était 11h30 au moins lorsqu'il sonna à sa porte. « La petite est-elle rentrée ?» demanda-t-il tout d'abord. « Non, mais voici 2 gros paquets à porter pour elle. » Lestement, avec une adresse supérieure, Fanferlot défit les paquets. Les paquets renfermaient 3 robes d'indienne, 2 gros souliers, des jupons très simples et des bonnets de linge. L'agent ne put retenir un mouvement de dépit. « Allons bon, fit-il, voici qu'elle va se déguiser, maintenant. Par ma foi, je m'y perds. » Certes, lorsqu'il descendait tout pensif les hauteurs du faubourg Saint-Martin, Fanferlot s'était bien juré qu'il ne raconterait pas à son épouse sa déconvenue. Mais une fois chez lui, une fois en présence d'un fait nouveau de nature à dérouter toutes ses conjectures, ses considérations d'amour-propre s'évanouirent. L'agent de la sûreté avoua tout, ses espérances si près de se réaliser, sa mésaventure incroyable, ses soupçons. Et longtemps le mari et la femme restèrent à discuter, étudiant l'affaire sous toutes ses faces, cherchant une explication plausible. C'est qu'ils étaient bien décidés à ne se point coucher avant le retour de Madame Gypsy, dont Madame Alexandre se proposait de tirer quelques éclaircissements. Mais rentrerait-elle? Là était la question. Elle rentra un peu après 1h, et lorsque déjà les époux désespéraient et commençaient à se dire « Nous ne la reverrons plus ». Au coup de sonnette, Fanferlot s'était glissé dans le cabinet noir, et Madame Alexandre était restée seule dans le bureau de l'hôtel. « Enfin, vous voilà, cher enfant !» s'écria-t-elle. « Il ne vous est pas arrivé malheur. Ah, j'étais dans une inquiétude mortelle. »« Merci de votre intérêt, madame, » répondit Gypsy. « Mais n'a-t-on rien apporté pour moi ?» Elle revenait tout autre qu'elle était partie, cette pauvre Gypsy. Elle était bien triste, mais non plus abattue. À sa prostration des jours précédents avait succédé une ferme et généreuse résolution que décelaient son maintien et l'éclat de ses yeux. « On a apporté les paquets que voici, » répondit Madame Alexandre. « Et ainsi, vous avez vu l'ami de Monsieur Berthomy ?»« Oui, madame, et même ses conseils ont si bien modifié mes projets que j'aurai demain le regret de vous faire mes adieux. Je pars. »« Demain ?» fit l'ancienne marchande à la toilette. « Il y a donc quelque chose. Oh, rien qui puisse vous intéresser. » Et ayant allumé sa bougie au bec de gaz, Madame Gypsy se retira après un « Bonsoir, bonne nuit » des plus significatifs. « Que penses-tu de cette rentrée, Madame Alexandre ?» demanda Fanferlot, sorti de sa cachette. « C'est à n'y pas croire. Cette petite écrit à Monsieur de Clamerans pour lui donner rendez-vous ici, et elle ne l'attend pas. » « Évidemment, elle se méfie de nous. Elle sait qui je suis. »« C'est alors cet ami du caissier qui l'a renseignée. »« Qui sait ? Tiens, je finis par croire que j'ai affaire à des voleurs très forts. Ils ont deviné que je suis sur leurs traces, et ils veulent me dépister. On me dirait demain que cette coquine a le magot et qu'elle fuit avec, que je n'en serais pas surpris. »« Ce n'est pas mon avis, » répondit Madame Alexandre. « Mais écoute, j'en reviens à mon idée. Tu devrais voir Monsieur Lecoq. » Fanferlot resta un moment pensif. « Eh bien, soit, » s'écria-t-il, « j'irai le voir, mais uniquement pour l'acquit de ma conscience.
car où je n'ai rien vu, il ne verra rien. Il a beau être terrible, il ne me fait pas peur. S'il s'avisait de me malmener et d'être insolent, je saurais le remettre à sa place. » N'importe, l'agent de la sûreté dormit mal cette nuit, ou, pour mieux dire, il ne dormit pas, plus préoccupé de l'affaire Berthomy qu'un dramaturge de la pièce en germe dans son cerveau. À 6h30, il était debout. Il faut se lever matin si on veut rencontrer Monsieur Lecoq. Et lesté d'une tasse de café au lait, il se dirigea vers la demeure du célèbre policier. Certainement, Fanferlot, dit l'écureuil, n'a pas peur du patron, comme il l'appelle, et la preuve, c'est qu'il partit du Grand Archange la tête haute, le chapeau posé de côté. Cependant, arrivé à la rue Montmartre, qu'habite Monsieur Lecoq, sa crânerie avait sensiblement diminué. Il eut quelques palpitations en s'engageant dans l'allée de la maison, et il fit plusieurs pauses en montant l'escalier. Arrivé au 3e étage, devant une porte décorée des armes du célèbre agent, un coq, symbole de la vigilance, le cœur lui manqua presque et il eut de la peine à se décider à sonner. La servante de Monsieur Lecoq, une ancienne réclusionnaire taillée en carabinier, plus dévouée à son maître qu'un chien de berger, Janouille, enfin, vint lui ouvrir. « Ah !» fit-elle en l'apercevant. « Vous tombez bien, monsieur l'écureuil, le patron vous attend. » À cette annonce, Fanferlot fut saisi d'une violente envie de battre en retraite. Pourquoi ? Comment ? Par quel hasard était-il attendu ? Mais, pendant qu'il hésitait, Janouille le saisit par le bras et, l'attirant à elle, le fit entrer dans l'appartement en disant « Voulez-vous prendre racine ici ? Allons, arrivez, le patron travaille dans son cabinet. » Au milieu d'une vaste pièce, bizarrement meublée, moitié bibliothèque de lettrés, moitié loge d'acteurs, assis devant un bureau, écrivait ce même personnage à lunettes d'or qui, dans les couloirs du dépôt, avait dit à Prosper Berthomy « Bon courage !» C'était Monsieur Lecoq, sous ses apparences officielles. À l'entrée de Fanferlot, qui s'avançait respectueusement, l'échine en cerceau, il leva légèrement la tête, posa sa plume et dit « Ah, te voilà enfin, mon garçon. Eh bien, ça ne va donc pas, cette affaire Berthomy ?»« Comment ?» balbutia Fanferlot. « Vous savez ? » ?»« Je sais que tu as si bien embrouillé les choses que tu n'y vois plus rien, que tu es rendu. Mais, patron, ce n'est pas moi. » Monsieur Lecoq s'était levé et arpentait son cabinet. Tout à coup, il revint sur Fanferlot. « Que penses-tu, maître l'écureuil ?» demanda-t-il, d'un ton dur et ironique. « D'un homme qui abuse la confiance de ceux qui l'emploient, qui révèle de ce qu'il découvre juste assez pour égarer la prévention, qui trahit au profit de sa sotte vanité et la cause de la justice et celle d'un malheureux prévenu ?» Fanferlot, effrayé, avait reculé d'un pas. « Je dirais, » essaya-t-il, « je dirais, tu penses qu'on doit punir cet homme et le chasser, et tu as raison. Moins une profession est honorée, plus ceux qui l'exercent doivent être honorables. C'est toi, cependant, qui as trahi. Ah, maître l'écureuil, nous sommes ambitieux et nous essayons de faire de la police de fantaisie. Nous laissons la justice s'égarer de son côté et nous cherchons d'un autre. Il faut être un limier plus fin que tu n'es, mon garçon, pour chasser sans chasseur et à son compte. Mais, patron, je vous jure, tais-toi. Voudrais-tu me prouver que tu as tout dit au juge d'instruction, comme c'était ton devoir ? Allons donc. Pendant qu'on instruit contre le caissier, tu instruis, toi, contre le banquier. Tu l'épies, tu te lis avec son valet de chambre. Monsieur Lecoq était-il véritablement en colère ? Fanferlot, qui le connaît bien, en doutait un peu. Mais avec ce diable d'homme, on ne sait jamais à quoi s'en tenir. « Si encore tu étais habile, poursuivait-il. Mais non, tu voudrais être maître et tu n'es même pas bon ouvrier. »« Vous avez raison, patron, » fit piteusement Fanferlot, qui ne songeait plus à nier. « Mais comment s'y prendre dans une affaire comme celle-ci, où il n'y avait pas une trace,
Pas une pièce à conviction, pas un indice, rien de rien. Monsieur Lecoq haussa les épaules. Pauvre garçon, fit-il. Sache donc que le jour où tu as été mandé avec le commissaire de police pour constater le vol, tu as, je ne dis pas certainement, mais très probablement, tenu entre tes deux grandes mains bêtes le moyen de savoir laquelle des clés, du banquier ou du caissier, avait servi à commettre le vol. Par exemple. Tu veux des preuves ? Soit. Te souviens-tu de cette éraillure que tu as relevée le long du coffre-fort ? Elle t'a frappé, car tu n'as pu retenir une exclamation en l'apercevant. Tu l'as examinée soigneusement, à la loupe, et tu as pu te convaincre qu'elle était toute fraîche encore, toute récente. Tu t'es dit alors, et avec raison, que cette éraillure datait de l'instant du vol. Or, avec quoi avait-elle été faite ? Avec une clé, évidemment. Cela étant, il fallait demander les clés du banquier et du caissier et les étudier attentivement. L'une des deux devait avoir gardé à son extrémité quelques atomes au moins de cette peinture verte dont on enduit le fer des coffres-forts. C'est bouche béante que Fanferlot avait écouté cette explication. Sur les derniers mots, il se frappa violemment le front en s'écriant « Imbécile !»« Tu l'as dit !» reprit monsieur Lecoq. « Imbécile ! Quoi, cet indice te saute aux yeux et tu le négliges, et tu n'en tires aucune conclusion. Là, cependant, est le vrai, le seul point de départ de l'affaire. Si je trouve le coupable, ce sera grâce à cette éraillure, et je le trouverai. Je le veux. » De loin, Fanferlot, dit l'écureuil, médit volontiers de monsieur Lecoq et le brave courageusement. Mais de près, il subit invinciblement l'influence qu'exerce sur tous ceux qui l'approchent cet homme extraordinaire. Les renseignements si précis, les minutieux détails qui venaient de lui être donnés, renversaient toutes ses idées. Où et comment monsieur Lecoq les avait-il eus ? « Vous vous êtes donc occupé de cette affaire, patron ? demanda-t-il. « Probablement, mais je ne suis pas infaillible, je puis avoir laissé passer quelques précieux indices. Prends une chaise et dis-moi tout ce que tu sais. » On n'équivoque pas avec monsieur Lecoq. On ne ruse pas. Fanferlot fut complètement vrai, ce qui lui arrive rarement. Pourtant, sur la fin de son récit, pris d'un remords de vanité, il ne raconta pas comment, la veille, il s'était laissé jouer par madame Gipsy et le gros monsieur. Le malheur est que monsieur Lecoq n'est jamais informé à demi. « Il me semble, maître l'écureuil, fit-il, que tu oublies quelque chose. Jusqu'où as-tu suivi le fiacre vide ?» Fanferlot, en dépit de son aplomb, rougit jusqu'aux oreilles et baissa les yeux, ni plus ni moins qu'une pensionnaire prise en faute. « Quoi, patron ?» balbutia-t-il. « Cela aussi, vous le savez ? Comment avez-vous pu ?» Mais une idée subite traversant son cerveau, il s'arrêta court, bondit sur sa chaise et s'écria « Oh, j'y suis ! Ce gros monsieur à favoris roux, c'était vous ?» La surprise de Fanferlot donnait à sa physionomie une si singulière expression que monsieur Lecoq ne put s'empêcher de sourire. « Ainsi, c'était vous, » reprit l'agent émerveillé. « C'était vous ce gros homme que j'ai dévisagé et je ne vous ai pas reconnu. Ah, patron, quel acteur vous feriez si vous le vouliez. Moi aussi, je m'étais déguisé. Eh bien mal, mon pauvre garçon, c'est une justice à te rendre. Penses-tu donc qu'il suffise pour être méconnaissable d'une barbe épaisse et d'une blouse ? Et l'œil, malheureux, et l'œil. C'est l'œil qu'il faut changer. Là est le secret. Cette théorie du regard en matière de travestissement explique pourquoi le Lecoq officiel qui rendrait des points au lynx n'a jamais été rencontré dans les couloirs de la préfecture de police, sans ses lunettes à branches d'or. « Mais alors, patron, disait Fanferlot, poursuivant son idée, vous avez confessé cette petite, dont madame Alexandre n'avait pu venir à bout ? Vous savez pourquoi elle quitte le Grand Archange ? Pourquoi elle n'attend pas monsieur de Clameran ? Pourquoi elle s'est acheté des robes d'indienne ?
elle n'agit que d'après mes conseils. » « En ce cas, fit l'agent profondément découragé, il ne me reste plus qu'à avouer que je ne suis qu'un sot. »« Non, l'écureuil, reprit monsieur Lecoq avec bonté. Non, tu n'es pas un sot. Tu as eu simplement le tort de te charger d'une tâche au-dessus de tes forces. As-tu fait faire un pas à l'affaire depuis que tu la suis ? Non. C'est que, vois-tu, incomparable comme lieutenant, tu n'as pas le sang-froid d'un général. Je vais te faire cadeau d'un aphorisme. Retiens-le, et qu'il devienne la règle de ta conduite. Tel brille au second rang qui s'éclipse au premier. Jamais, non jamais, Fanferlot n'avait vu le patron si causeur et si bon enfant. Se voyant découvert, il s'était attendu à un orage qui le jetterait à terre. Et pas du tout. Il en était quitte pour une averse qui lui lavait à peine la tête. La colère de M. Lecoq se dissipait comme ces nuages noirs qui, par moments, menacent à l'horizon et qu'un coup de vent balaie. Pourtant, l'époux de Madame Alexandre était inquiet. Il se demandait si cette affabilité surprenante ne dissimulait pas quelque arrière-pensée. « Comme cela, patron, demanda-t-il, vous connaissez le coupable ? » ?»« Pas plus que toi, mon garçon. Et même, pendant que tu as déjà une opinion toute faite, je ne sais encore que penser. Tu m'affirmes que le caissier est innocent et que le banquier est coupable, et j'ignore si tu as tort ou raison. Arrivé après toi, j'en suis encore aux préliminaires de mon enquête. Je ne suis certain que d'une seule chose. C'est qu'il y a une éraillure à la porte du coffre-fort. C'est de là que je pars. » Tout en parlant, M. Lecoq avait pris sur son bureau, déroulé et étalé, une immense feuille de papier à dessin. Sur cette feuille était photographiée la porte du coffre-fort de M. Fauvel. Tous les détails étaient rendus avec la dernière exactitude. On reconnaissait bien les 5 boutons mobiles avec les lettres gravées et l'étroite serrure à saillie de cuivre. Les rayures y étaient indiquées avec une admirable netteté. « Voici donc, » commença M. Lecoq, « notre éraillure. Elle va de haut en bas, à partir du trou de la serrure, diagonalement, et, remarque-le bien, de gauche à droite, c'est-à-dire qu'elle se termine du côté de la porte de l'escalier dérobé conduisant aux appartements du banquier. Très profonde près de la serrure, elle finit en rayure à peine distincte. Oui, patron, c'est bien cela, je vois. Naturellement, tu as pensé que cette éraillure doit avoir été faite par l'auteur de la soustraction. Voyons si tu as eu raison. J'ai ici un petit coffret de fer, peint en vert comme la caisse de M. Fauvel. Le voici. Prends une clé et essaie de le rayer. Sans trop deviner le but que se proposait son patron, l'agent de la sûreté fit ce qu'il lui commandait, frottant vigoureusement sur le coffret avec le bout d'une clé. « Diable, fit-il après 2 ou 3 tentatives, elle est dure à entamer, cette peinture. » « Très dure, en effet, mon garçon, et cependant celle du coffre-fort est plus solide encore, je m'en suis assuré. Donc l'éraillure que tu as relevée n'a pu être faite par la main tremblante d'un voleur laissant glisser la clé. »« Sapristi !» s'exclama Fanferlot, stupéfait, « je n'aurais pas trouvé cela. C'est que c'est vrai, il faut, pour rayer le coffre, qu'on ait appuyé très fort. »« Oui, mais pourquoi ? Tel que tu me vois, je me creuse la tête depuis 3 jours, et c'est hier seulement que j'ai trouvé. Examinons ensemble si mes conjectures présentent assez de chances de probabilité pour devenir le point de départ de mon enquête. » Monsieur Lecoq avait abandonné la photographie pour s'approcher de la porte qui, de son cabinet, donne dans sa chambre à coucher, et il en avait retiré la clé qu'il gardait à la main. « Avance ici, dit-il à Fanferlot. Place-toi là, à côté de moi. Très bien. Supposons que je veuille ouvrir cette porte et que tu ne le veuilles pas. Lorsque tu me vois approcher la clé de la serrure, quel est ton mouvement instinctif ? J'appuie mes 2 mains sur votre bras que je tire à moi vivement, de façon que vous ne puissiez pas introduire la clé. Justement. Alors, répétons ce mouvement. Marche. Fanferlot obéit, et la clé que tenait M. Lecoq, détournée de la serrure, glissa le long de la porte et y traça une éraillure parfaitement nette,
de haut en bas, diagonalement, reproduction exacte de celle que figurait la photographie. « Oh !» fit sur 3 tons différents l'époux de madame Alexandre. « Oh oh !» Et il restait en contemplation devant la porte. « Commences-tu à comprendre ?» demanda monsieur Lecoq. « Si je comprends, patron. Mais un enfant devinerait maintenant. Ah, quel homme vous êtes ! Je vois la scène comme si j'y étais. Il y avait, au moment du vol, 2 personnes près de la caisse. L'une voulait s'emparer des billets, l'autre ne voulait pas qu'on y touchât. C'est clair, c'est évident, c'est sûr. » Accoutumé à bien d'autres triomphes, le célèbre policier s'amusait beaucoup de la stupeur et de l'enthousiasme de l'agent. « Voilà que tu t'emportes encore, » lui dit-il doucement. « Tu prends pour certaine et comme prouvée une circonstance qui peut être fortuite et tout au plus probable. »« Non, patron, non !» s'écria Fanferlot. « Un homme comme vous ne se trompe pas. Le doute n'est pas possible. » À toi, alors, de tirer les conséquences de notre découverte. D'abord, ceci prouve que mon flair ne m'avait pas trompé. Le caissier est innocent. Pourquoi ? Parce que libre d'ouvrir et de fermer la caisse quand bon lui semble, il n'aurait pas été chercher un témoin juste au moment de voler. Bien raisonné. Seulement, à ce compte, le banquier, lui aussi, est innocent. Réfléchis un peu. Fanferlot réfléchit, et toute son animation tomba. « C'est vrai, fit-il d'un air désespéré. C'est vrai. Que faire après cela ? Chercher le 3e larron, c'est-à-dire celui qui a ouvert la caisse et pris les billets et qui dort bien tranquille pendant qu'on soupçonne les autres. Impossible, patron, impossible. On ne vous a donc pas dit que M. Fauvel et son employé avaient seul une clé qui ne les quittait jamais ? Pardon ? La veille du vol, le banquier avait laissé sa clé dans son secrétaire. Et la clé ne suffit pas pour ouvrir, il faut encore le mot. Monsieur Lecoq, impatienté, haussa les épaules. « Quel était le mot ? demanda-t-il. « Gypsy. C'est-à-dire le nom de la maîtresse du caissier. Eh bien, mon garçon, cherche. Le jour où tu auras trouvé un homme assez lié avec Prosper pour se douter de la circonstance du nom, assez familier chez M. Fauvel pour arriver jusqu'à la chambre à coucher, ce jour-là, tu tiendras le vrai coupable. Le problème sera résolu. » Égoïste, comme tous les grands artistes, M. Lecoq n'a jamais fait d'élèves et ne cherche pas à en faire. Il travaille seul. Il hait les collaborateurs, ne voulant partager ni les jouissances du triomphe, ni les amertumes de la défaite. Aussi, Fanferlot, qui sait son patron sur le bout du doigt, était-il confondu de l'entendre donner des conseils, lui qui jamais ne donne que des ordres. Même, il était si fort intrigué qu'en dépit des préoccupations supérieures, il ne put s'empêcher de témoigner sa surprise. « Il faut, patron, hasarda-t-il, que vous ayez à cette affaire un rude intérêt personnel pour l'avoir étudiée ainsi. » Monsieur Lecoq eut un tressaillement nerveux qui échappa à son agent, puis ses sourcils se froncèrent, et c'est d'un ton dur qu'il répondit. « C'est ton état d'être curieux, maître l'écureuil. Cependant, il ne faudrait pas l'être trop, tu m'entends ?» Fanferlot chercha à s'excuser. « Bien, bien, interrompit monsieur Lecoq. Si je te donne un coup de main, c'est parce que cela me convient. Il me plaît d'être la tête, pendant que tu seras le bras. Seul, avec tes idées préconçues, tu n'aurais jamais trouvé le coupable. À nous deux, nous le trouverons. Ou je ne suis plus monsieur Lecoq. Nous réussirons, puisque vous vous en mêlez. Oui, je m'en mêle, et depuis 4 jours, j'ai appris bien des choses. Seulement, retiens bien ceci. J'ai des raisons pour ne point paraître en cette affaire. Quoi qu'il arrive, je te défends de prononcer mon nom. Si nous réussissons, il faut qu'on ne puisse attribuer le succès qu'à toi seul. Et surtout, ne cherche jamais à en savoir plus long. Contente-toi des explications qu'il me plaira de te donner. » Ces conditions ne semblèrent nullement fâcher l'agent de la sûreté. « Je serai discret, patron, » prononça-t-il. « J'y compte, mon garçon. Pour commencer,
Tu vas prendre cette photographie du coffre-fort et te rendre près du juge d'instruction. Monsieur Patrigent, je le sais, est aussi perplexe que possible au sujet du prévenu. Tu lui expliqueras, comme venant de toi, ce que je viens de te faire voir. Tu lui répéteras mes démonstrations, et ces indices, j'en suis convaincu, le détermineront à faire relâcher le caissier. Il faut que Prosper soit libre pour que je commence mes opérations. C'est entendu, patron. Mais devrais-je laisser voir que je soupçonne un coupable autre que le patron ou le caissier ? Nécessairement. La justice ne doit pas ignorer que tu vas suivre cette affaire. Monsieur Patrigent te chargera de surveiller Prosper. Réponds-lui que tu ne le perdras pas de vue. Je t'affirme, moi, qu'il sera en bonne main. Et s'il me demande des nouvelles de Gypsy ? Monsieur Lecoq hésita un moment. Tu diras, fit-il enfin, que tu l'as décidé, dans l'intérêt de Prosper, à se placer dans une maison où elle surveille quelqu'un que tu soupçonnes. Fanferlot, tout joyeux, avait roulé la photographie, pris son chapeau et s'apprêtait à sortir. Monsieur Lecoq le retint d'un geste. « Je n'ai pas achevé, dit-il. Sais-tu conduire une voiture et soigner un cheval ? Quoi, patron, vous me demandez cela, à moi, un ancien écuyer du cirque Bouthor ? C'est juste. Puisqu'il en est ainsi, dès que le juge t'aura congédié, tu rentreras chez toi vivement, tu te composeras une tête et un costume de valet de chambre de bonne maison, et tu te rendras, avec la lettre que voici, chez le placeur qui fait le coin du passage de l'Orme. Mais, patron, il n'y a pas de mais, mon garçon. Ce placeur te présentera à monsieur de Clamerans, qui cherche un valet de chambre, le sien l'ayant quitté hier soir. Excusez-moi si j'ose dire que vous vous trompez, mais ce Clamerans ne réunit pas les conditions indiquées. Il n'est pas l'ami du caissier. Voilà que tu m'interromps déjà, dit monsieur Lecoq, de sa voix la plus impérative. Fais donc ce que je te dis et ne t'inquiète pas du reste. Monsieur de Clamerans n'est pas l'ami de Prosper, c'est vrai, mais il est l'ami, il est le protecteur de Raoul Delagorre. Pourquoi ? D'où vient l'intimité de ces deux hommes d'âge si différents ? Il faut le savoir. Il faut savoir aussi ce que c'est que ce maître de forge qui habite Paris et ne s'occupe nullement de ses hauts fourneaux. Un gaillard qui a eu cette idée d'aller se loger à l'hôtel du Louvre, au milieu d'une cohue sans cesse renouvelée, est un gaillard difficile à surveiller. Par toi, j'aurai un œil dans sa vie. Il a une voiture, tu le conduiras. En moins de rien, tu connaîtras ses relations et tu pourras me rendre compte de ses moindres démarches. Vous serez obéi, patron. Encore un mot. Monsieur de Clamerans est un gentilhomme fort susceptible et encore plus soupçonneux. Tu lui seras présenté sous le nom de Joseph Dubois. Il te demandera des certificats. En voici 3 qui attestent que tu as servi le marquis de Sermeuse, le comte de Commarin, et qu'en dernier lieu, tu sors de la maison du baron de Wortschen, reparti pour l'Allemagne. Et ouvre l'œil, soigne ta tenue, surveille tes mouvements. Serre bien, mais sans excès. Et pas trop d'honnêteté surtout. Tu inspirerais des soupçons. Soyez tranquille, patron. Mais où irai-je au rapport ? J'irai te voir tous les jours. Jusqu'à nouvel ordre, défense de mettre le pied ici. On peut te suivre. Si une circonstance imprévue survient, adresse une dépêche à ta femme. Elle me préviendra. Va, et sois prudent. La porte refermée sur Fanferlot, monsieur Lecoq passa vivement dans sa chambre à coucher. En un clin d'œil, il eut dépouillé les apparences du chef de bureau, la cravate empesée et les lunettes d'or, et rendu la liberté à ses épais cheveux noirs. Le Lecoq officiel disparaissait, faisant place au vrai Lecoq, à celui que personne ne connaît, un beau gars, à l'œil clair, à l'air résolu. Mais il ne resta soi qu'un instant. Assis devant une table de toilette plus chargée de pâtes, d'essence, de couleurs et de postiches que la toilette d'une demoiselle du lac, il se mit à défaire de nouveau l'œuvre du Créateur et à se recomposer une physionomie. Il travaillait lentement, maniant avec un soin extrême ses petits pinceaux, mais au bout d'une heure, il avait terminé un de ses chefs-d'œuvre quotidiens. Quand il eut fini, il n'était plus Lecoq, il était le gros monsieur à favoris roux que n'avait pas reconnu Fanferlot.
Allons, disait-il, en jetant à son miroir un dernier coup d'œil. Je n'ai rien oublié. Je n'ai presque rien laissé au hasard. Tous mes fils sont attachés. Je puis marcher. Pourvu que l'écureuil ne perde pas de temps. Mais Fanferlot était bien trop joyeux pour gaspiller une minute. Il ne courait pas, il volait sur le chemin du palais de justice. Enfin, il allait donc pouvoir, à son tour, faire montre d'une perspicacité supérieure. Quant à se dire qu'il allait triompher avec les idées d'autrui, il n'y songeait pas. C'est presque toujours de la meilleure foi du monde que le jet se pavane avec les plumes du paon. L'événement, d'ailleurs, ne trompa point ses espérances. Si le juge ne fut pas pleinement et absolument convaincu, il admira tout au moins l'ingéniosité du procédé. « Voilà qui me décide, dit-il, en congédiant Fanferlot. Je vais présenter à la chambre du conseil des conclusions favorables, et demain, très probablement, le caissier sera relâché. » Et en effet, il se mit à rédiger une de ces terribles ordonnances de non-lieu qui rendent la liberté, mais non l'honneur, à l'homme accusé, qui disent qu'il n'est pas coupable, mais qui ne disent pas qu'il est innocent. Attendu qu'il n'existe pas contre le prévenu Prosper Berthomy des charges suffisantes, vu l'article 128 du Code d'instruction criminelle, déclarons qu'il n'y a lieu de suivre, quant à présent, contre le dit, ordonnons qu'il sera extrait de la maison où il est détenu et qu'il sera mis en liberté par le gardien, etc. Lorsqu'il eut achevé, « Allons, dit-il à son greffier Sigaud, voici un de ces crimes encore dont la justice n'a jamais le mot. Encore un dossier à déposer aux archives du greffe. » Et de sa main, sur la couverture, il inscrivit le numéro d'ordre. Dossier 113. Chapitre 7. Il y avait 9 jours que Prosper Berthomy était en prison, au secret, lorsqu'un matin, un jeudi, le geôlier vint lui signifier l'ordonnance de non-lieu. On le conduisit au greffe, on lui rendit plusieurs petits objets qui lui avaient été enlevés quand on l'avait fouillé à son arrivée. Sa montre, un canif, quelques bijoux, et on lui fit signer une grande feuille de papier. On le poussa alors dans un corridor sombre, très étroit. Une porte s'ouvrit qui se referma sur lui avec un bruit sinistre. Il se trouvait sur le quai. Il était seul, il était libre. Libre, c'est-à-dire que la justice se déclarait impuissante à le convaincre du crime dont on l'avait accusé. Libre. Il pouvait marcher, respirer l'air pur, mais il allait trouver toutes les portes fermées à son approche. L'acquittement, après les débats, c'est la réhabilitation. L'arrêt de non-lieu laisse planer sur celui qui a été arrêté un éternel soupçon. L'opinion a des rigueurs plus redoutables que les secrets. En ce moment où la liberté lui était rendue, Prosper sentit si cruellement l'horreur de sa situation qu'il ne put retenir un cri de rage et de haine. « Mais je suis innocent !» cria-t-il. « Je suis innocent !» À quoi bon ? 2 passants qui suivaient le quai s'arrêtèrent pour le regarder. Ils le prenaient pour un fou. La scène était là, à ses pieds. La pensée du suicide traversa son esprit. « Non, dit-il, non. Je n'ai même pas le droit de me tuer. Non, je ne veux pas mourir avant de m'être réhabilité. » Bien des fois, dans sa cellule du dépôt de la préfecture, Prosper Berthomy avait répété ce mot « réhabilitation ». Ayant dans le cœur cette haine froidement réfléchie qui donne la force ou la patience de briser ou d'user tous les obstacles, il se disait « Ah, que ne suis-je libre !» Il était libre, et à cette heure seulement, il se rendait compte des immenses difficultés de sa tâche. Pour chaque crime, il faut à la justice un criminel. Il ne pouvait désormais faire éclater son innocence qu'en livrant un coupable. Comment le trouver et le livrer ? Désespéré, mais non découragé, il reprit le chemin de son logis.
1000 inquiétudes l'assaillaient. Que s'était-il passé depuis 9 jours qu'il était comme rayé du nombre des vivants? Nul bruit n'était venu jusqu'à lui. Le silence des secrets est aussi terrible que celui de la tombe. Il allait lentement, le long des rues, la tête baissée, fuyant le regard des gens qu'il croisait. Il allait donc, lui si fier, faire l'apprentissage du mépris. Il allait voir, à son approche, les figures devenir glaciales, les conversations cesser. Toutes les mains se retireraient quand il tendrait la sienne. Si encore il eût pu compter sur un ami, mais quel ami le croirait quand son père, ce dernier ami des crises suprêmes, avait refusé de le croire? Au plus fort de ses tortures, les plus poignantes qu'on puisse imaginer, le nom de Nina Gypsy monta à ses lèvres. Il ne l'avait jamais aimée, la pauvre fille. Par moments, il l'avait haïe, mais en ce moment, son souvenir avait pour lui des douceurs infinies. C'est qu'il se sentait aimé par elle, c'est qu'il était sûr qu'elle ne douterait pas, elle, quand il aurait parlé. C'est qu'il savait que la femme reste ferme en ses croyances, fidèle au malheur quand même. Elle qui ne l'est pas toujours à la prospérité. Arrivé rue Chaptal, devant sa maison, au moment de franchir le seuil de la porte, il hésita. Il souffrait de cette timidité de l'honnête homme soupçonné. Il eût voulu ne jamais revoir une figure connue. Cependant, il ne pouvait rester là, sur le trottoir. Il entra. À sa vue, le concierge eut une exclamation de joie. « Enfin, vous voici, monsieur !» s'écria-t-il. « Je disais bien, moi, que vous sortiriez de là, blanc comme neige. Quand j'ai lu dans les journaux qu'on vous accusait d'avoir volé, j'ai dit à tous ceux qui ont voulu l'entendre, « Mon locataire du 3e, un voleur, allons donc !» Les félicitations de cet homme, maladroites peut-être, mais sincères, à coup sûr, impressionnèrent péniblement Prosper. Il voulut couper court à toute explication. « Madame est sans doute partie, demanda-t-il. Savez-vous où elle est allée ? Ma foi, non, monsieur. Le jour de votre arrestation, elle a envoyé chercher un fiacre. On a chargé dessus toutes ses affaires, et depuis, ni vue ni connue. Nous n'avons plus entendu parler d'elle. » Ce fut pour le malheureux caissier un chagrin ajouté à tous ses chagrins. « Et que sont devenus mes domestiques ? » ?»« Partis aussi, monsieur. Votre père les a payés et renvoyés. »« Alors, vous avez ma clé ? » ?»« Non, monsieur. Quand votre père est sorti, ce matin à 8 heures, il m'a dit qu'il laissait dans votre appartement un de ses grands amis que je devais considérer comme le maître jusqu'à votre retour. Vous le connaissez sans doute ? C'est un gros, de votre taille à peu près, avec des favoris roux. » Prosper était aussi étonné que possible. Un ami de son père, chez lui, qu'est-ce que cela voulait dire ? Cependant, il ne laissa rien voir de son étonnement. « Oui, je sais, répondit-il, je sais. » Et, gravissant rapidement l'escalier, il sonna chez lui. L'ami de son père vint lui ouvrir. Il était bien tel que le concierge le lui avait dépeint, assez gros, rouge de figure, ayant la lèvre sensuelle, l'œil d'une vivacité extraordinaire, l'air bon enfant, la tournure commune. Le caissier ne l'avait jamais vu. « Charmé de faire votre connaissance, monsieur, dit-il. » Il était chez Prosper comme chez lui. Sur la table du salon était un livre qu'il était allé prendre à la bibliothèque. Encore un peu, il eût fait les honneurs de l'appartement. « Je dois vous avouer, monsieur, commença le caissier, que vous êtes surpris de me trouver ici, n'est-ce pas ? Je conçois cela. Votre père se proposait de me présenter à vous, mais il a été forcé de repartir ce matin pour Beaucaire. J'ajouterai qu'il est reparti convaincu, comme je le suis moi-même, que vous n'avez pas pris un sou à monsieur Fauvel. » À cette nouvelle d'un heureux augure, Prosper ne put retenir une exclamation de joie. « D'ailleurs, continuait le gros homme, cette lettre de votre père, que je suis chargé de vous remettre, remplacera, je l'espère, une présentation. » Le caissier prit la lettre qu'on lui tendait,
l'ouvrit et, à mesure qu'il lisait, sa figure s'éclairait, le sang remontait à ses joues blêmies. Sa lecture faite, il tendit la main au gros monsieur. « Mon père, monsieur, fit-il, me dit que vous êtes son meilleur ami. Il me recommande d'avoir en vous la confiance la plus absolue et de suivre vos conseils. » C'est cela. Ce matin, votre brave homme de père me dit « Verduret, c'est mon nom. Verduret, mon fils est dans le pétrin, il faut l'en sortir. » J'ai répondu « Présent. » Et me voilà. La glace est rompue, n'est-ce pas? Alors, arrivons à la chose. Que comptez-vous faire? Cette question ralluma toutes les colères du caissier. Ses yeux lancèrent des éclairs. « Ce que je compte faire, répondit-il d'une voix frémissante, je veux trouver le misérable qui m'a perdu, le livrer à la justice, me venger enfin. » Naturellement. Et avez-vous quelque moyen d'arriver à ce but? Aucun. Et cependant je réussirai, parce qu'un homme qui donne sa vie entière à une tâche, qui s'éveille chaque matin voulant ce qu'il a voulu la veille, est sûr de réussir. Bien dit, monsieur Prosper. Et tenez, franchement, je m'attendais à vous trouver ces dispositions. Et la preuve, c'est que j'ai réfléchi et cherché pour vous. Je tiens un plan. Pour commencer, vous allez vendre votre mobilier, quitter cette maison et disparaître. « Disparaître » s'écria le caissier révolté. « Disparaître ? Y pensez-vous, monsieur, ce serait m'avouer coupable, ce serait autoriser tout le monde à dire que je me cache pour jouir en paix des 350 000 francs volés. » « Eh bien, après, dit froidement l'homme aux favoris roux, ne venez-vous pas de m'affirmer que le sacrifice de votre vie est fait? Le nageur habile que des malfaiteurs jettent à l'eau se garde bien de revenir immédiatement à la surface. Il plonge, au contraire, il nage sous l'eau tant que sa respiration le lui permet, il reparaît le plus loin possible, il prend terre hors de vue, et c'est quand on le croit perdu, noyé, qu'il surgit tout à coup et se venge. Vous avez un ennemi, une imprudence seule peut le livrer, mais tant qu'il vous verra debout, il aura peur. C'est avec une sorte de soumission ébahie que Prosper écoutait cet homme, qui, tout en étant l'ami de son père, était pour lui un inconnu. Sans en avoir la conscience, il subissait l'ascendant d'une nature plus énergique que la sienne. Tout lui manquait. Il était heureux de trouver un appui. « Je suivrai votre conseil, » répondit Prosper, après quelques instants de réflexion. « J'en étais sûr, mon cher ami. Donc, nous faisons la lessive aujourd'hui, et notez que le produit de la vente nous sera diablement utile. Avez-vous de l'argent? Non. Il en faut, cependant. Je savais si bien vous convaincre que j'ai fait venir un marchand de meubles. Il prend tout ici, en bloc, pour 12 000 francs, les tableaux exceptés. » Malgré lui, le caissier eut un haut-le-corps, que remarqua M. Verduret. « Oui, fit-il, c'est dur, je le sais, mais c'est nécessaire. Écoutez, ajouta-t-il d'un ton qui tranchait avec le reste de la conversation. Vous êtes le malade, et je suis le médecin chargé de vous guérir. Si je taille dans le vif, criez, mais laissez-moi tailler. Là est le salut. »« Taillez, monsieur, » répondit Prosper, subissant de plus en plus l'ascendant. « Parfait. Et passons, car le temps presse. Vous êtes l'ami de monsieur de Lagore ? » ?»« De Raoul ? Oui, monsieur, l'ami intime. »« Alors, qu'est-ce que ce particulier ?» La qualification de « particulier » sembla blesser Prosper. « Monsieur de Lagore, monsieur, répondit-il d'un ton piqué, est le neveu de monsieur Fauvel. C'est un tout jeune homme, riche, distingué, spirituel, et le meilleur et le plus loyal que je sache. »« Fit monsieur Verduret, voilà un mortel orné de bien des qualités, et je suis ravi à l'idée que je vais faire sa connaissance. Car il faut que je vous l'avoue, je lui ai écrit en votre nom un petit billet pour le prier de venir jusqu'ici. Et il a fait répondre qu'il viendrait. »« Quoi ?» s'écria Prosper étourdi. « Vous pouvez supposer… » « Oh, je ne suppose rien.
Seulement, il faut que je voie ce jeune homme. Même, j'ai dans la tête, et je vais vous soumettre un petit plan de conversation. » Un coup de sonnette coupa la parole à M. Verduret. « Sacrebleu, dit-il, le voici. Adieu, mon plan. Où me cacher pour entendre et pour voir ? Là, dans ma chambre, en laissant la porte ouverte et la portière baissée. » Un second coup de sonnette retentit. « J'y vais !» cria le caissier. « Sur votre vie, Prosper, dit M. Verduret d'un ton à faire pénétrer la conviction dans l'esprit le plus rebelle. Sur votre vie, pas un mot à cet homme de vos projets ni de moi. Soyez, pour lui, découragé, faible, hésitant. » Et il disparut pendant que Prosper courait ouvrir à Raoul. Le portrait de M. de Lagorre n'avait pas été flatté par son ami. Jamais plus heureuse physionomie ne fut au service d'un noble caractère. À 24 ans qu'il se donnait, Raoul en paraissait 20 à peine. De taille moyenne, il était admirablement pris. D'abondants cheveux châtain clair bouclaient naturellement autour de son front intelligent. La franchise et la fierté éclataient dans ses grands yeux bleus. Son premier mouvement fut de se jeter au cou du caissier. « Pauvre cher ami !» disait-il, en lui serrant les mains. « Pauvre cher Prosper !» Cependant, sous ces démonstrations affectueuses, perçait une certaine contrainte qui, si elle échappait au caissier, devait être remarquée par M. Verduret. Une fois assis dans le salon, « Ta lettre, mon ami, poursuivit Raoul, m'a fait un mal affreux. J'ai été épouvanté. Je me suis dit, devient-il fou ? Alors, j'ai tout quitté, j'accours. » Prosper semblait à peine entendre, préoccupé de cette lettre qu'il n'avait pas écrite. Que lui avait-on fait dire ? Qu'était-ce donc que cet homme dont il avait accepté le concours ? « Manquerais-tu de courage ? Continuait M. de Lagorre. « Pourquoi désespérer ? À notre âge, il est temps encore de recommencer sa vie. Tu as des amis quand même. Si je suis venu, c'est que je voulais te dire, compte sur moi. Je suis riche, la moitié de ma fortune est à ta disposition. » Cette offre généreuse, faite en ce moment avec la plus noble simplicité, toucha profondément Prosper. « Merci, Raoul, » répondit-il d'une voix émue. « Merci. Malheureusement, tout l'argent de la terre ne me servirait à rien en ce moment. » « Comment cela ? Quels sont donc tes projets ? Te proposerais-tu de rester à Paris ? » « Je ne sais, mon ami, je n'ai pas de projet. J'ai la tête perdue. »« Je te l'ai dit, » reprit vivement Raoul, « il faut recommencer ta vie. Excuse ma franchise, c'est celle de l'amitié. Tant que ce vol mystérieux ne sera pas expliqué, rester à Paris est impossible. » « Et si on ne l'explique jamais ? Raison de plus pour te faire oublier. Tiens, je causais de toi il y a 1 heure avec Clameran. Tu es injuste envers lui, car il t'aime. À la place de Prosper, me disait-il, je ferais argent de tout. Je partirais pour l'Amérique. Je ferais fortune et je reviendrais écraser de mes millions ceux qui m'ont soupçonné. Ce conseil révoltait la fierté de Prosper. Il n'éleva cependant aucune objection. Les paroles de cet inconnu qui écoutait en ce moment même lui revenaient à la mémoire. « Eh bien, » insista Raoul. « Je réfléchirai, » murmura le caissier. « Je verrai. Je voudrais savoir ce que dit M. Fauvel. »« Mon oncle ? Tu sais que depuis que j'ai décliné la proposition qu'il me faisait d'entrer dans ses bureaux, nous sommes presque brouillés. Voici 1 mois au moins que je n'ai mis les pieds chez lui. Mais j'ai eu de ses nouvelles. » « Par qui ? » ?»« Par ton protégé, le jeune Cavaillon. Mon oncle, depuis l'affaire, est, à ce qu'il paraît, plus consterné que toi. C'est à peine si on le voit dans les bureaux. On dirait qu'il relève de quelque terrible maladie. Et Madame Fauvel et... » Le caissier hésita. « Et Mademoiselle Madeleine ?»« Oh, » fit Raoul d'un ton léger, « ma tante est toujours dévote. Elle fait dire des messes à l'intention du coupable. Quant à ma belle et glaciale cousine, elle ne saurait s'occuper de détails vulgaires.
tout absorbée qu'elle est par les préparatifs du bal travesti que donnent après-demain messieurs Jean Didier. Elle a déniché, m'a dit une de ses amies, une couturière de génie, inconnue, qui lui fait un costume de fille d'honneur de Catherine de Médicis, qui est une merveille. Il est certain que l'excès même de la souffrance, engourdissant la pensée, amène une sorte d'insensibilité. Prosper avait terriblement souffert. Cependant, ce dernier coup l'atterra. « Madeleine, murmura-t-il, Madeleine. » Monsieur de Lagorre ne crut pas devoir remarquer l'exclamation. Il s'était levé. « Il faut que je te quitte, mon cher Prosper, dit-il. Samedi, je verrai ces dames au bal et je te donnerai des nouvelles. D'ici là, du courage. Et souviens-toi que, quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. » Une dernière fois, Raoul serra les mains de Prosper avant de se retirer. Il devait être déjà dans la rue que le malheureux caissier restait encore debout à la même place, immobile, anéanti. Il fallut, pour le tirer de ses sombres méditations, la voix railleuse de l'homme aux favoris roux qui était venu se placer devant lui. « Voilà les amis, » disait M. Verduret. « Oui, » répondit Prosper avec amertume. « Et cependant, vous l'avez entendu, il m'a offert la moitié de sa fortune. » M. Verduret haussa les épaules d'un air de compassion. « C'est mesquin de sa part, dit-il. Que n'offrait-il, pendant qu'il y était, sa fortune entière ? Ces offres-là n'engagent pas. Cependant, je suis persuadé que ce joli garçon donnerait bien 10 beaux billets de 1000 francs pour savoir l'océan entre vous et lui. » « Lui, monsieur, et pourquoi ? Qui sait ? Peut-être pour cette même raison qu'il a engagé à vous bien faire remarquer que depuis 1 mois, il n'a pas mis le pied chez son oncle. Mais c'est la vérité, monsieur, j'en suis sûr. »« Naturellement, » répondit M. Verduret d'un air goguenard. « Mais, tenez, » reprit-il sérieusement, « en voici assez sur ce joli garçon. J'ai sa mesure, c'est tout ce que je voulais. Maintenant, vous allez, s'il vous plaît, changer de costume, et nous irons ensemble rendre visite à M. Fauvel. » Cette proposition sembla révolter Prosper. « Jamais !» s'écria-t-il, avec une violence extraordinaire. « Non, jamais ! Je ne saurais prendre sur moi de subir la vue de ce misérable. » Cette résistance ne surprit pas M. Verduret. « Je vous comprends, dit-il, et je vous excuse. Mais j'espère que vous reviendrez sur ce premier mouvement. De même que j'ai voulu voir M. de Lagorre, je veux voir M. Fauvel. Il le faut. Entendez-vous ? Êtes-vous faible à ce point de ne pouvoir vous contraindre 5 minutes ? Je me présenterai comme un de vos parents, vous n'aurez pas un mot à dire. »« S'il le faut absolument, » fit Prosper. « Si vous le voulez. »« Oui, je le veux. Allons, morbleu, un peu d'assurance, donc, et de la confiance. Vite, allez faire un brin de toilette, il se fait tard. J'ai faim, nous déjeunerons en route, tout en causant. » Le caissier venait à peine de passer dans sa chambre à coucher quand un nouveau coup de sonnette retentit. M. Verduret alla ouvrir. C'était le portier, il tenait à la main un pli assez volumineux. « Voilà, dit-il, une lettre qu'on a apportée ce matin pour M. Berthomy. J'ai été, quand je l'ai revue, tellement saisi que je n'ai pas songé à la lui remettre. C'est tout de même une drôle de lettre, n'est-ce pas, monsieur ?» Lettre singulière, en effet. L'adresse n'était pas écrite à la main. Les mots qui la composaient étaient formés avec des lettres imprimées, découpées soigneusement sur un livre ou sur un journal et collées sur l'enveloppe. « Oh !» fit M. Verduret, « qu'est-ce ci ?» Et s'adressant au concierge, « Asseyez-vous un instant ici, mon brave, dit-il. Je reviens. » Il laissa le concierge dans la salle à manger et passa dans le salon, dont il eut soin de refermer la porte. Prosper s'y trouvait. Il avait entendu la sonnette d'abord, puis un bruit de voix, et il venait savoir ce qu'il se passait. « Voici ce qu'on a apporté pour vous, » fit M. Verduret. Et sans façon, il brisa l'enveloppe. Des billets de banque s'en échappèrent. Il les compta, il y en avait 10. Prosper était devenu pourpre.
Qu'est-ce que cela signifie ? Dit-il. Nous allons le savoir, répondit M. Verduret. Voici un mot joint à l'envoi. Ce billet, comme l'adresse, était composé de lettres et de mots imprimés, découpés et collés. Il était court, mais explicite. Mon cher Prosper, un ami qui connaît l'horreur de votre situation vous fait passer ce secours. Il est un cœur, sachez-le, qui a partagé toutes vos angoisses. Partez, quittez la France. Vous êtes jeune, l'avenir vous appartient. Partez, et puisse cet argent vous porter bonheur. À mesure que lisait à haute voix l'homme aux favoris roux, la colère de Prosper grandissait. Colère folle, car il ne savait comment s'expliquer les événements qui se succédaient et il sentait sa raison s'égarer. « Tout le monde veut donc que je parte !» s'écria-t-il. « C'est donc une conjuration !» M. Verduret dissimula un sourire de satisfaction. « Enfin, fit-il, vous ouvrez les yeux, vous commencez à comprendre. Oui, mon enfant, il est des gens qui vous haïssent pour tout le mal qu'ils vous ont fait. Oui, il est des gens pour qui votre présence à Paris serait une perpétuelle menace et qui veulent vous éloigner à tout prix. Mais quels sont ces gens, monsieur ? Dites-le-moi. Dites-moi qui se permet de m'envoyer cet argent. » L'ami de M. Berthomy, le père, hocha tristement la tête. « Si je le savais, mon cher Prosper, répondit-il, ma tâche serait remplie, car je saurais alors qui a commis le vol dont vous avez été accusé. Mais nous allons chercher. Je tiens enfin un de ces indices qui deviennent tôt ou tard une charge accablante. Je n'avais que des déductions plus ou moins probables. J'ai maintenant un fait qui me prouve que je ne me trompais pas. Je marchais dans les ténèbres. À présent, j'ai une lueur pour me guider. » M. Verduret, cet homme aux apparences triviales, à l'entrain facile du commis voyageur, trouvait, quand bon lui semblait, de ces accents impérieux qui imposent aux âmes faibles et dominent les esprits malades. Prosper, en l'écoutant, reprenait quelque assurance et sentait en lui renaître l'espoir. « Il s'agit, poursuivait M. Verduret, de tirer parti de cet indice que nous livre l'imprudence de vos ennemis. Commençons par interroger le portier. » Il ouvrit la porte et appela. « Eh, mon brave, avancez un peu, s'il vous plaît. » Le concierge, homme fort poli, s'approcha en tortillant sa casquette, fort intrigué de l'autorité que s'arrogeait cet inconnu chez son locataire. « Qui vous a remis le pli que vous venez de monter ?» demanda M. Verduret. « Un commissionnaire qui m'a dit que la course était payée. Le connaissez-vous ? Je ne connais que lui, c'est le commissionnaire qui a ses crochets chez le marchand de vin du coin de la rue Pigalle. Allez me le chercher. » Pendant que le concierge sortait en courant, M. Verduret avait tiré son calepin de sa poche et consultait alternativement et les billets de banque épars sur la table et une page toute couverte de chiffres. Son examen terminé, « Ces billets, dit-il d'un ton décidé, ne sont pas envoyés par l'auteur de la soustraction. » « Vous croyez, monsieur ? J'en suis persuadé, à moins, toutefois, que ce voleur ne soit doué d'une pénétration et d'une prévoyance extraordinaires. Ce qui est certain, positif, c'est qu'aucun de ces billets de 1000 francs ne faisait partie des 350 qui ont été volés dans votre caisse. » Cependant, hasarda Prosper, qui ne s'expliquait pas la certitude de son protecteur. Cependant, il n'y a pas de cependant. J'ai là le numéro d'ordre de tous les billets. Quoi ? Lorsque moi-même je ne l'avais pas ? La banque l'avait, mon jeune ami, et c'est fort heureux. Quand on s'occupe d'une affaire, on doit tout prévoir et ne rien oublier. Ce n'est pas une excuse pour un homme d'esprit que de dire, quand il est tombé dans quelque bévue, « Tiens, je n'y avais pas pensé. » J'ai songé à la banque. Si Prosper avait eu d'abord quelque répugnance à s'abandonner entièrement à l'ami de son père, ces répugnances, une à une, s'évanouissaient. Il comprenait que, seul, à peine maître de soi, livré aux inspirations de son inexpérience,
jamais il n'aurait eu la patiente perspicacité de ce personnage singulier. Lui, cependant, poursuivait, se parlant à lui-même, paraissant avoir absolument oublié la présence de Prosper. Donc, l'envoi ne venant pas du voleur, ne peut venir, c'est évident, que de l'autre personne, qui était près de la caisse au moment du crime, qui n'a pu l'empêcher et qui maintenant a des remords. La probabilité de 2 personnes lors du vol, probabilité affirmée par l'éraillure, se change maintenant en certitude indiscutable. Ergo, j'avais raison. Le caissier écoutait de toutes ses forces, faisant des efforts d'imagination pour comprendre quelque chose à ce monologue qu'il n'osait troubler. « Cherchons, continuait le gros homme, cherchons quelle peut être cette seconde personne que sa conscience taquine et qui cependant n'a rien osé révéler. » Il prit la lettre et fort lentement, à 3 ou 4 reprises, la lut, en scandant les phrases, en pesant tous les mots. « Évidemment, murmurait-il, bien évidemment, cette lettre a été composée par une femme. Jamais un homme, voulant rendre service à un autre homme et lui envoyant de l'argent, n'aurait mis ce mot « secours », blessant s'il en est. Un homme aurait mis « prêt », « subside », « fonds » ou n'importe quel équivalent. Mais « secours », jamais. Seule une femme, ignorante des sottes susceptibilités masculines, a pu trouver toute naturelle l'idée que représente ce mot. Quant à cette phrase, « il est un cœur, etc., » elle ne peut avoir été pensée que par une femme. Prosper, cette fois, avait pu suivre le travail d'induction de son protecteur. « Vous vous trompez, je crois, monsieur, dit-il. Aucune femme ne peut être mêlée à cette affaire. » Monsieur Verduret ne releva pas l'interruption. Peut-être ne l'avait-il pas entendu, peut-être ne lui convenait-il pas de discuter ses opinions. « Tâchons, à présent, poursuivait-il, de découvrir où ont été découpés les mots qui composent ces 3 phrases. » Il s'approcha de la fenêtre et se mit à étudier les caractères collés dessus avec l'attention scrupuleuse d'un savant en us qui cherche à déchiffrer un vieux manuscrit à demi effacé. « Petit caractère, disait-il, très délicat, très net, impression très soignée, papier assez mince et fortement satiné. Ces mots n'ont été découpés, par conséquent, ni dans un journal, ni même dans un volume de romans, ni même dans un livre de vente courante. Cependant, je les ai vus, ces caractères-là. Je les connais. Didot en emploie souvent de pareils, ainsi que Marne, de Tours. » Il s'arrêta, la bouche demi-béante, la prunelle dilatée, faisant à sa mémoire un de ces énergiques appels qui concentrent la pensée sur un point unique. Tout à coup, il se frappa le front. « J'y suis, disait-il, j'y suis. Comment diable n'ai-je pas aperçu cela du premier coup d'œil ? Tous ces mots ont été découpés dans un paroissien. Au surplus, nous allons bien voir, il est un moyen de vérification. » Alors, délicatement, du bout de sa langue, il mouilla quelques-uns des mots collés sur le papier et lorsqu'il vit la colle assez humide, s'aidant d'une épingle, il réussit à les détacher. À l'envers d'un de ces mots, un mot latin était imprimé. « Deus ». « Hé hé » fit-il avec un petit rire de satisfaction. « J'avais deviné. Papa Tabaret, s'il était ici, serait content. » Mais qu'est devenu le paroissien mutilé ? L'a-t-on brûlé ? Non, parce qu'un livre relié ne brûle pas comme cela. On l'aura jeté dans quelque coin. Monsieur Verduret s'interrompit. Le concierge rentrait, ramenant le commissionnaire du coin de la rue Pigalle. « Ah, tu arrives à propos, mon garçon, » dit le gros homme de son air le plus ouvert. Et présentant au commissionnaire l'enveloppe de la lettre, « Te souviens-tu, lui demanda-t-il, d'avoir apporté ce pli ici ce matin ? » « Parfaitement, monsieur, d'autant mieux que j'avais remarqué l'adresse. On n'en voit pas beaucoup de pareils, n'est-il pas vrai ? Je suis de ton avis. Et qui t'a chargé de l'apporter ? Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? Non, monsieur, c'est un commissionnaire.
Cette réponse, qui égaya singulièrement le concierge, ne fit même pas sourire M. Verduret. « Un commissionnaire ?» poursuivit-il. « Connais-tu ce collègue ? Je ne l'avais jamais tant vu. Comment est-il ? Ma foi, monsieur, ni grand ni petit. Il était vêtu d'une veste de velours verdâtre, il avait sa médaille. Diable, mon garçon, le signalement est vague et peut s'appliquer à beaucoup de commissionnaires. Seulement, ce collègue t'a peut-être dit qu'il avait chargé de cette commission ? Non, monsieur, il m'a seulement dit, en me mettant 10 sous dans la main, « Tiens, porte cela rue Chaptal, au 39. C'est un cocher qui me l'a remis sur le boulevard. » 10 sous. Je suis sûr qu'il a gagné sur moi. Cette réponse sembla un peu déconcerter M. Verduret. Tant de précautions prises pour faire parvenir cette lettre à Prosper l'inquiétait et dérangeait ses plans. « Enfin, reprit-il, reconnaîtrais-tu le commissionnaire de ce matin ? Pour cela, oui, monsieur, si je le voyais. Alors, attention. Combien ton état te rapporte-t-il par jour ? Dame, monsieur, je ne sais pas au juste, mais j'ai un bon coin, allez, enfin, mettons entre 8 et 10 francs par jour. Eh bien, mon garçon, je vais te donner, moi, 10 francs par jour, rien que pour te promener, c'est-à-dire pour chercher le commissionnaire de ce matin. Tous les soirs, vers 8 heures, tu viendras à l'hôtel du Grand Archange, sur le quai Saint-Michel, me rendre compte de tes promenades et te faire payer. Tu demanderas M. Verduret. Si tu trouves notre homme, je te donnerai 50 francs. Le marché te convient-il ? Peste, je le crois bien, bourgeois. Alors ne perds pas une minute. En route. Bien qu'ignorant le plan de M. Verduret, Prosper commençait à s'expliquer le sens de ses investigations. Sa vie dépendait pour ainsi dire du succès, et cependant il l'oubliait presque pour admirer la vivacité de ce singulier aide que lui avait légué son père, son sang-froid goguenard, la sûreté de ses inductions, la fertilité de ses expédients, la rapidité de ses manœuvres. « Ainsi, monsieur, demanda-t-il, quand le commissionnaire se fut retiré, vous croyez toujours découvrir, dans tout ce qui m'arrive, la main d'une femme ? Plus que jamais, et d'une femme dévote, qui plus est, d'une femme, dans tous les cas, qui possédait au moins 2 paroissiens, puisque, pour vous écrire, elle en a mutilé un. Et vous avez quelque espoir de le retrouver ? Dites, un grand espoir, mon cher Prosper, grâce à des moyens que j'ai de recherche immédiate, moyens que je vais utiliser sur le champ. Il s'assit sur ces derniers mots et rapidement griffonna au crayon 2 ou 3 lignes sur une petite bande de papier qu'il roula et glissa dans son gilet. « Vous êtes prêt ? demanda-t-il. « Pour notre visite à Monsieur Fauvel ? Oui ? Alors partons. Nous aurons bien gagné notre déjeuner.